T'aimes parler sans détour. Sans fioriture et sans sucre. Pourquoi t'es ici, Sonny? Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un vieux cow-boy de l'ancienne école, le genre brut de décoffrage, qui suit son chemin sans se soucier des ordres. Un loup solitaire. Eh ben, j'ai un scoop pour toi. La F1 est un sport d'équipe aujourd'hui comme hier. Sonny, mettons les choses au point, d'accord? Nous perdrons tous notre boulot si vous faites pas de miracle. Pas de pression. Aucune. La seule question qui se pose, c'est pourquoi Sonny Hayes est revenu en F1. Je trouve que c'est vraiment merveilleux qu'Apex offre une deuxième chance au troisième âge. C'est rien, t'as peur que je te batte, c'est tout. Va pas t'imaginer que je suis qu'un morveux prêt à faire des courbettes devant un ancien par reconnaissance. J'aurais jamais dû t'entraîner là-dedans. Il tente sa chance par l'intérieur. Contact! C'est lui, l'autre... Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je me méprise le cinéma. Écoutez-moi, ça se dit comme ça. Emmenez votre femme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis permis cette petite vidéo. Je me cadre un petit peu mieux, voilà. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'en parler, quoi. J'ai été voir F1, alors vous savez ce que ça représente pour moi, une séance de cinéma, hein. Je dois mettre des choses en place, je dois m'organiser, je dois faire, machin. Donc, je suis encore plus frustré aujourd'hui quand je n'aime pas un film, parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu mon temps. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir perdu mon temps. F1, c'est du show, ça parle pour ne rien dire, ça ne joue pas. Alors là, autant avant, je pouvais dire que même quand je n'aimais pas un Brad Pitt, il y avait au moins le plaisir de le voir jouer. Là, je me suis ennuyé à le voir jouer. Je trouve qu'il ne fait mais strictement rien de plus que ce qui est écrit sur le scénar, quoi. J'imagine bien le scénario. Sonny arrive en terrain conquis sur le circuit et on le voit prendre sa posture très, très, très hollywoodienne. Tout ce que je déteste, surtout dans mon visionnage d'aujourd'hui. Quand je regarde le cinéma d'aujourd'hui, c'est peut-être ma crise de la quarantaine, hein, mais je trouve que le cinéma américain est particulièrement vide. Alors, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes. Beaucoup de personnes commencent à le dire de plus en plus. Mais le cinéma américain d'aujourd'hui, déjà, j'en ferai peut-être un jour une vidéo, quoique. Mais j'ai trouvé que F1 était à l'image de ce qu'est les États-Unis aujourd'hui, en fait. Voilà. Et j'ai été surpris venant de Brad Pitt, parce que Brad Pitt est un fervent démocrate. J'ai été surpris de le voir défendre. Alors, il est producteur du film, donc il doit avoir sa part de responsabilité là-dedans. Mais en gros, le film te dit que, oui, bien sûr, tu peux toujours revenir dans la vie. Ça, c'est génial. Mais il y a le 3 petits points, à condition d'avoir du pognon. Et voilà, ça, c'est un message qui me déplaît très fort, parce que même si c'est vrai, ça ne doit pas être une fin en soi pour moi. Et c'est une valeur, moi, qui me donne envie de gerber. Excusez-moi, j'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres. Voilà, F1 m'a vraiment non seulement fait chier, mais mis en colère en plus. Voilà, donc je suis très déçu. J'ai préféré Babylone, de loin, de très loin même.
Et Dieu sait que j'étais déçu par Babylone aussi, mais j'ai préféré. Et voilà, bref. Donc aujourd'hui, je n'avais pas envie de parler de ce film très médiocre. Brad Pitt en a fait d'autres. Et donc, il a fait aussi des immenses chefs-d'œuvre. Et voilà, donc c'était l'objet du bulletin ciné de cette semaine. Il fallait le temps que je décante parce que j'étais tellement déçu de F1 que j'aurais fait une vidéo haineuse. Et voilà. Après tout, ça reste que, entre guillemets, du cinéma. Voilà, c'est pas grave en soi. Ça me fait chier. Donc, écoutez, j'ai établi, comme d'habitude, la catégorie échec, donc en dessous de 5 sur 10. Puis ensuite, je vais montrer 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, hein, en fonction. Vous n'avez pas trop de surprises. Hein. Vous savez bien qu'avec Brad Pitt, il y a en tout cas un 9 et un 10. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Donc, on commence par l'échec, hein, toujours, comme d'habitude. Donc, en dessous de la barre de 5 sur 10, moi, je lui ai mis la cote de 4 sur 10. Excusez-moi, j'ai choisi un jour de canicule très fort pour pouvoir faire cette vidéo. Excusez-moi. Donc, je vais perler. Donc, c'est parti avec le film War Machine. Alors, quand j'en parle autour de moi, beaucoup de gens me disent « Mais je ne connais absolument pas ce film ». Eh bien, c'est un film qui a été distribué directement sur Netflix. Hein. Ça aurait dû être le cas pour F1 aussi. Et je trouve que ça se voit. C'est un film de plateforme. C'est un film satirique, hein, qui critique ouvertement le gouvernement américain. Le film est sorti en 2017, hein, et il s'inspire du roman The Operators de Michael Hastings, qui est un best-seller sur le sujet. Alors, le pitch, il est un peu convenu, c'est-à-dire que c'est le général McMahon qui est envoyé en Afghanistan pour prendre état de la situation là-bas, et il découvre sur place d'autres enjeux que les enjeux officiels, et surtout, il réalise qu'il a un pantin aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques. Alors, c'est produit par Plan B, évidemment, hein, la société de Brad. Le film a coûté 60 millions de dollars. Voilà, le général McMahon existe réellement. Il a rencontré le journaliste Michael Hastings, d'ailleurs, et il a aussi rencontré Brad. Topher Grace, comme vous le voyez sur l'affiche, hein, rejoint un casting, pour moi, très famélique, très palo. Beaucoup de scènes se déroulent à Kaboul, c'est à Abu Dhabi, que la ville sera recréée et les scènes diplomatiques se tourneront en Angleterre. Bref, que vaut le film? Pour moi, la première heure passe bien. Pourquoi? Parce que la première heure passe le temps à décrypter le personnage. Donc, on y découvre la personnalité très attachante du général, finalement. Ses mimiques et tics de jeu rappellent un petit peu Aldo Raine dans Inglourious Basterds. Donc, il est assez drôle à regarder. Après, on tombe dans une platitude, dans une patine très Netflixienne. J'en ai beaucoup parlé en live, hein, de la patine de Netflix. Et on tombe là-dedans, quoi. Il y a énormément de chants contre chants, des dialogues qui sonnent creux. On pourrait avoir l'impression que Netflix a pris possession du tournage en cours de route, tellement qu'il y a une différence entre ces deux moments. La première heure étant beaucoup plus corrosive, et puis ensuite, on tombe, dans du... Je ne sais même pas expliquer, dans du téléfilm, quoi, clairement. Donc voilà, War Machine, si vous ne connaissez pas, eh bien, à voir pour votre curiosité, pour votre culture, mais c'est pas ouf, quoi, c'est pas dingue. Alors voilà, je vous ai proposé une petite bande-annonce pour vous donner une petite image. Alors je ne mets pas la bande-annonce en entier, hein. Vous savez que maintenant que la chaîne est sur le point d'être monétisée, je ne peux plus faire ce que je veux. C'est parti pour la bande-annonce de War Machine. Écoutez, je sais pas, moi, j'essaye de démêler cette histoire. Le président m'a confié une mission. Nom de Tiogen, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Plus de troupes, ne demandez plus de troupes. Et vous faites quoi? Vous nous envoyez une demande de 40 millions. Attendez, ça coupe sans arrêt, là, vous m'entendez? Je vous entends pas. Oui, je vous entends. Ah, alors là, il y a vraiment un truc qui cloche. Andy! Oui, général. Vous nous entendez, là? Oui, je vous entends. J'entends pas ce que vous dites. Non. Bon, je vous laisse, Dick, à plus. Il faut en finir. Je suis désolé. Vous êtes là pour nettoyer la merde. Ce conflit, c'est la merde, pas vrai? Rien quand on parle de guerre n'est jamais simple, Pat. Si je suis là, c'est pas pour gérer le conflit et je refuse d'être venu juste pour enterrer cette guerre. Je suis venu pour gagner. Monsieur le Président, il faut que vous agissiez en leader. Mais c'est ce que je fais, j'agis en leader. Je ne suis pas disponible.
ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer. Il y en a qui veulent pas se battre la nuit, il y en a qui veulent pas se battre dans la neige. On peut pas les aider et les tuer en même temps. C'est humainement impossible. En quatre couleurs. Il dit que les Américains disent « nique ta mère » tout le temps. Et nous considérons dans notre culture que c'est mal de niquer sa propre mère. Dans la nôtre aussi. Dans la nôtre aussi. Il faut que je m'attire un peu d'adhésion. Il vous faut une ligne directe. Exactement. Il faut qu'ils me reçoivent en ligne directe. You are the king of the divan. Ce dîner, c'est pour l'Afghanistan. Et vous avez le culot de me virer le seul Afghan présent dans la pièce de ma table. Boss, en fait, je crois qu'on a un autre Afghan ce soir. C'est l'ambassadeur afghan. Général. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Les hommes sont des créatures imparfaites. Livrés à eux-mêmes, tout ce qu'ils souhaitent au fond, c'est se tripoter. Et voilà. Ouh, papa, il est fatigué, papa. Papa est très fatigué. Voilà, pardon, excusez-moi, papa est très fatigué aujourd'hui. Papa a très chaud. Donc voilà, vous avez remarqué War Machine et je vais me faire striker certainement parce que derrière, vous avez certainement capté Plastique Bertrand avec sa plane pour moi, pour bien insister sur le côté nanardesque. Alors, ne vous fiez pas à la bande-annonce. Il y a des vannes qui m'ont fait rire backstage, j'avais oublié. Il y a des moments très drôles, mais c'est dans la première heure tout ça. Hein. Franchement, après, voilà. C'est parti. Donc, pardon pour ce petit problème technique. J'ai même pas envie de l'enlever au montage. Excusez-moi. Voilà. J'ai appris un tout petit peu de montage depuis la dernière vidéo, mais maintenant, c'est paradoxal. Maintenant que j'ai appris quelques petites choses, c'est pas grave. J'ai pas envie. Donc, voilà. C'est parti. Donc, pour le numéro 6. Alors, ce petit numéro 6, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il s'agit de Johnny Suède. Alors, rien ne prouve qu'il s'agisse de l'adaptation du dessin animé Johnny Bravo, mais il y a quand même énormément de similitudes, mais je n'avais pas envie de vous mentir, j'aurais pu dire oui, mais effectivement, je n'en suis pas sûr parce qu'il y a très peu d'infos qui circulent sur ce film. Alors, moi, je l'ai en DVD zone 2. Je l'ai en VO, je crois qu'il n'a même pas été doublé en VF. J'ai hésité pour le numéro 5 entre Cool World et ce film. Vous savez, Cool World avec Kim Basinger qui en dessin animé, mais j'ai trouvé que Cool World était tellement mauvais qu'il méritait aussi un échec en fait. Donc du coup, j'ai pris Johnny Suède parce que sans être un grand film, c'est pas non plus un échec. Ici, on ne va pas se mentir, on a un scénario quasi indigent, mais il y a beaucoup de tendresse apportée par Brad. Il est très touchant, il a envie de devenir célèbre, il y croit, il se voit déjà comme une star, mais sans arrogance, juste avec de la naïveté. Et c'est très touchant, surtout quand on fait le parallèle avec ce qu'il traversait à ce moment-là. Donc, il n'avait pas encore percé là, quand il a fait ce film-là. D'ailleurs, la veille du premier jour de tournage, il faisait encore l'homme poulet sur Hollywood Boulevard. Donc voilà, il était vraiment dans un entre-deux et c'est très intéressant de découvrir ce film pour cette raison-là. Je ne mettrai jamais échec à ce film-là. En parallèle, toujours, Johnny est tiraillé entre son amour pour deux femmes, l'une très responsable, tutrice pour handicapés, qui est interprétée par Catherine Keener, qui débutait également à l'époque, et l'autre, Darlette, qui l'a plaqué, donc avec qui il est sorti mais qu'il aime toujours, et qui, elle, brûle la chandelle par les deux bouts. Elle a un peu inspiré, elle fait un petit peu penser à Jennifer Lewis, un peu le côté brindis, fofolle. Donc voilà, le scénario en lui-même n'a pas vraiment de but, c'est ce que j'appelle une chronique, donc il n'y a pas... C'est plus la caméra qui entre dans la vie de Johnny Bravo plus qu'un scénario tourné autour. Physiquement, il ressemble comme deux gouttes d'eau donc au dessin animé, Johnny Bravo. Le film est ironique, tendre, désuet, mais on s'y attache quand même, On s'attache ici au dérisoire. Et franchement, c'est un petit film rafraîchissant. J'ai même pas une bande-annonce intéressante à vous proposer. Oui, je cache un petit peu mon écran, pardon. Voilà. Donc voilà, c'était un petit film mignon à voir. Je crois qu'il est disponible sur YouTube en VO, mais sinon il existe en zone 2 DVD, mais il coûte 2 €. Voilà, petit film très mignon.
Alors, est-ce que ce film-là vous parle? Évidemment. C'est mon... c'est pas mon... J'allais dire mon numéro 6. Je lui donne la note de 6 sur 10, bien sûr. Rencontre avec Joe Black. Alors, Rencontre avec Joe Black, c'est un film que j'ai adoré dans mon adolescence. Vraiment. Quand on illustre la mort au cinéma, au théâtre ou même en littérature ou en peinture, donc c'est toujours une image noire qui représente la mort, sinistre. Eh bien ici, c'est un contre-pied, donc elle prend les traits d'un Brad Pitt qui en est à la quintessence de la beauté hollywoodienne des 90s et choisit pour victime l'ultra charismatique Anthony Hopkins. Mais tombant amoureux de sa fille, il lui propose un deal pour se rapprocher d'elle et au passage, eh bien, il aide Parrish, donc Anthony Hopkins, à sauver son entreprise, sa compagnie, en se faisant passer pour son bras droit et en fouillant son nez dans les affaires du gendre qui, lui, par contre, est très manipulateur, pas très amoureux de sa fille, il n'y a que les affaires qui l'intéressent et surtout choper l'entreprise de son beau-père pour la démanteler et la revendre ensuite. Bref, cette partie du film est très longue pour moi et assez inintéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a des chants contre chants constamment, le texte est écrit, ça s'entend, ça chipote beaucoup, ça joue très peu. Donc, c'est pour ça que le film a été un petit peu, je pense, mal reçu. La cote est très basse, hein, donc c'est pour ça que je lui ai mis un 6. Et en tant que spectateur, il est évident qu'on se demande comment l'histoire d'amour entre la fille de Parrish et la mort va se dérouler. Le gros défaut du film est que Martin Brest passe son temps à filmer Brad en gros plan, comme s'il était en pamoison devant sa beauté constante. Même lors de la scène de déflorage de Joe, pardon, je vous spoil un peu, mais comme c'est la mort, il n'a encore jamais fait l'amour. Et donc, il y a évidemment une scène où il fait l'amour avec Claire Forlani, le petit vénard, et on ne voit rien. Alors, ce n'est pas mon côté voyeur qui se met en place. Je ne demande pas avoir des fesses et avoir des seins, mais je ne demande pas non plus de voir le visage de Brad en gros plan constamment, et puis vaguement sur les yeux de Claire Forlani qui sont aussi magnifiques. C'est un gros plan très, très, très rapproché. D'ailleurs, Oprah Winfrey, à l'époque, avait fait des remarques à Brad à propos de ça. La photographie est suave. Bref, tout sert à rendre le film sirupeux. Mais malgré tout, j'adore ce film, car le final est magnifique. Il est tiré en longueur sur 45 minutes. On ne voit pas le temps passer. Il s'agit d'une scène de bal d'anniversaire avec du Louis Armstrong en fond, la tension amoureuse à son paroxysme. Hopkins se prépare à mourir et c'est terriblement dramatique, c'est shakespearien, c'est bien illustré, un jeu d'acteur tout en tension, ça n'enlève rien au côté romantique, ça apporte même, je dirais, au côté romantique. Ce film vaut pour ces 45 minutes-là. Finalement, on ne comprend pas trop la vie de Martin Brest sur la mort, on ne sait pas ce qu'il en pense. Mais qu'importe, ce thème nous hantera toujours de toute façon. Et on comprend ici que ce que nous faisons de notre vivant est plus important que la mort en elle-même. Ici, la mort est tout au plus un pari. Et donc, on comprend que ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais eh bien, il vaut mieux être en vie que mort. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais ça marche. Donc, Rencontre avec Joe Black, le film fait 3h20. Il est long, mais regardez-le quand même. Seriez-vous l'homme d'une seule femme? Je pense que oui. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Qui sait, c'est peut-être vous. J'ai dit quelque chose de mal? Il faut que je me sauve. Ouais, je comprends. Au revoir. Au revoir. Monsieur Parrish, une personne demande à vous voir. Y a quelqu'un? Est-il quelqu'un? Oui. Qui êtes-vous? Je suis venu te voir. À quel sujet? Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner? Oui.
Votre ami a un nom. Excusez-moi, voici Joe. Il n'a pas de nom de famille? Black. Bonsoir tout le monde, désolé d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous connaissez? On s'est déjà vu. Voici Monsieur Joe Black. Il se joint à nous ce matin. Je peux vous embrasser? Oui. Vous débarquez dans ma vie, vous m'annoncez la pire des nouvelles et vous courtisez ma fille. Je l'aime. Je m'en fiche, je tu l'aimes. Du calme, Bill. Tu vas me faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances. Universal Pictures présente Brad Pitt. Je sais ce que je veux. Je veux Suzanne. Vous violez les lois de l'univers. Anthony Hopkins. Vous vous trompez d'endroit, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez de femme. C'est une menace. Effectivement, c'en est une. Et Claire Forlani. Je veux qu'on reste toujours ensemble. Dans un film de Martin Brest. J'aime ta fille. Quoi? Et je l'emmène avec moi ce soir. Petit bug technique et je m'en excuse. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai encore des galères avec Restream, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Donc rencontre avec Joe Black, oui, rien qu'en voyant la bande-annonce, j'ai envie de le revoir. Vraiment, c'est un très très bon film, mais malheureusement, il a aussi pas mal de défauts. Donc c'est parti avec le film qui pour moi mérite la note de 7 sur 10 et c'est Babel. Donc, d'Alejandro Iñárritu, hein. Avec ce film, il clôt sa trilogie de la mort et il la clôt fort bien. Moi, des 3 films qu'a réalisé Iñárritu, donc 21 Grams, Amour Chienne et ce film, pour moi, c'est mon préféré, c'est celui-là. Au Maroc, 2 enfants jouent avec l'arme de leur père au sommet d'un rocher. L'un d'eux se demande jusqu'où la balle peut aller. Et donc, il tire sur un quart de touriste qui est à plusieurs mètres, très très loin. Dans ce quart, il se trouve Suzanne et Richard, un couple d'Américains, en train d'essayer de sauver leur mariage. Et donc, ils sont partis au Maroc pour tenter de sauver donc, leur couple qui se remet d'un deuil. Ils ont perdu un enfant. Et donc, voilà, c'est le voyage de la dernière chance. Suzanne se prend la balle dans le cou. Et Richard se retrouve désœuvré dans un pays où il ne contrôle ni la langue ni la culture. En parallèle, à des milliers de kilomètres de là, Amélia, nounou des enfants du couple, doit se rendre au mariage de son fils. Évidemment, ça va compliquer puisque Richard et Suzanne ne peuvent pas rentrer à temps. Donc, ils avaient promis à Amélia qu'il rentrerait à temps pour qu'elle puisse aller au mariage de son fils. Mais on montre un petit peu l'effet papillon dans ce film, donc la réaction en chaîne que ça provoque. Il y a un 3e tableau aussi. Voilà, pour moi, il s'agit d'une relecture poignante et réussie du Dernier Testament. Oui. Chaque personnage est confronté à une situation extrême, proche de sa mort ou de celle d'un autre. On le voit se débattre dans un sursaut d'humanité, annihilant tout orgueil. Il s'agit d'un drame brûlant, profondément intime. Alors, comme je sais que beaucoup de vous ont vu ce film, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai un film qui va être un peu plus long à discuter, mais voilà, Babel, je lui mets la cote de 7 sur 10. Alors, celui-là, je ne vais pas vous faire l'affront d'en parler. 8 sur 10, Seven, hein, vous connaissez bien ce film. Je vais juste dire pourquoi ce film mérite d'être vu, même si tout le monde l'a vu, ce film. C'est un film absolument culte. Donc, pour beaucoup, et surtout pour ceux de ma génération, ce film est à voir pour plusieurs raisons. Son scénario convoque la religion, son sens de l'esthétique baroque et savoureux, très 90s, mais rarement égalé quand même, à ce point. Donc, le synopsis, c'est 2 policiers qui tentent de retrouver un tueur en série qui semble commettre des crimes en suivant les 7 péchés capitaux. Alors, pourquoi il faut le regarder? Bien simplement parce qu'il est culte. Il met en scène Gwyneth Paltrow, Morgan Freeman et Brad Pitt. C'est un trio qui fonctionne à merveille. Et le réalisateur lancera des années de collaboration par la suite. Oui, parce que moi j'ai même une théorie là-dessus, c'est que Seven, Fight Club et Benjamin Button font une trilogie pour moi. Donc c'est la trilogie de Fincher Pitt. Vraiment, je trouve qu'il y a un lien entre les 3 films liés à leur développement personnel à eux, la religion, la foi dans la société et la foi dans le destin. Voilà. Bref,
Numéro 8, Seven. Numéro 9, bien sûr. Pour moi, numéro 9, pardon, 9 sur 10, pour moi, c'est évidemment Fight Club, bien sûr. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais pour moi, c'est un film absolument inoubliable et très motivant, malgré son nihilisme qui ne passe plus aujourd'hui, ça c'est clair. Le trio Pitts, Norton, Carter fonctionne du feu de Dieu, tiré d'un roman tout aussi excellent de Chuck Palahniuk. Ce film attaque directement notre société de consommation à travers un gourou vendeur de savon, clairement imaginé par son auteur pour déranger tout du long le spectateur. Le fait aussi de passer par la violence pour se purifier ne passe plus du tout aujourd'hui, et peut-être à raison. Il faut replacer ce film dans son contexte. En fait, comment dire, les 90s étaient une société pourrie, gâtée. Et le film tend à se demander ce que serait notre vie sans tout ce matériel. Il s'agit d'une adaptation fidèle dans son esprit. Avant Fincher, Danny Boyle est envisagé à la réalisation car les producteurs y voient un lien avec Trainspotting. Fincher aura le droit de le réaliser après avoir fait des pieds et des mains pour avoir cette chance. Alien 3 ayant été difficile, le studio est donc très frileux. Le tournage, lui aussi, sera un combat car le studio ne veut pas de narrateur comme dans le bouquin, procédé considéré comme obsolète au cinéma à cette époque. Donc, le roman de Palahniuk contient aussi des sous-entendus homo-érotiques que le réalisateur inclut dans le film afin de provoquer un sentiment de malaise chez le spectateur et d'accentuer sa surprise lors des rebondissements du scénario. La scène dans la salle de bain où Tyler Durden prend son bain près du narrateur est l'un de ses sous-entendus d'ailleurs, tout comme celle où il enfonce le canon d'un pistolet dans la bouche du narrateur. Nous sommes une génération d'hommes élevés par des femmes, dira Tyler, comme pour s'en expliquer. Les coûts de production montent, passant de 50 millions de dollars à 67. Les scènes de combat sont très chorégraphiées, mais les interprètes sont priés d'y aller à fond, afin d'y avoir des effets réalistes, comme lorsqu'ils sont hors d'haleine. La maquilleuse elle-même doit analyser de véritables combats de boxe pour en faire des hématomes crédibles. Et pour son augmentation mammaire, Meatloaf porte un corset de 40 kg et des semelles compensées de 20 cm, juste pour que le nez de Norton apparaisse à bonne hauteur. Pour dénoter entre les deux physiques, Norton, qui tombe dans la dépression, doit perdre du poids pendant le tournage, et le perso de Tyler, lui, qui va de mieux en mieux, doit prendre du muscle et être le plus sec possible sur le tournage. Le directeur de la photographie est un proche de Fincher. Et il doit stopper le tournage car on lui diagnostique une maladie de Parkinson. Et le résultat s'en ressentira car le remplaçant souhaite une couleur désaturée pour expliquer le mindset du narrateur. Et ça paye. Les couleurs de nuit sont inspirées par la couleur d'American Graffiti, le premier film de George Lucas. La post-production sera un travail de titan également. L'infographie, l'animation, la composition sont traitées par 3 sociétés différentes. Le superviseur est déjà lauréat d'un Oscar, avec Au-delà de nos rêves. Toutes les scènes montrant l'intérieur de la tête de Norton sont des maquettes. Fincher ira jusqu'à recréer les neurones et l'influx nerveux. La scène où Tyler s'interrompt pour signaler un changement de bobine est un clin d'œil de Brad qui se moque gentiment de son pote Fincher. Oui, car il venait de se faire taper sur les doigts par la production pour en avoir utilisé 3 fois plus qu'un film hollywoodien classique. Les critiques à l'époque détestent. Ils estiment que le film est trop hétérocentré et que même le personnage de Brad n'attirera pas le public féminin. Malgré tout, la promotion se fera essentiellement sans lui, ce qui peut expliquer le désamour du public à la réception de ce film. L'image du savon sera omniprésente dans la promotion également, mais on souhaite imposer à Fincher de mettre en avant les scènes de combat dans la promotion, ce qui pour lui constitue une hérésie. Le film se prendra une volée de bois vert à sa sortie, les critiques le comparant grosso modo à un orange mécanique du pauvre. Le personnage joué par Edward Norton s'inspire du personnage joué par Dustin Hoffman dans Le Lauréat. Un personnage en souffrance par manque de sens de sa vie. Et Tyler, à travers sa cool attitude et sa légère prétention, est inspiré par le professeur de philosophie qu'a eu Fincher lors de ses études. La veste en cuir rouge était celle qu'il arborait en classe d'ailleurs. Voilà. Il est très clair pour Fincher que le Fight Club s'inspire d'une lecture nihiliste de la société, version qu'il rejette. Pitt estime pour sa part que c'est une métaphore du besoin de passer au travers des murs que nous avons érigés autour de nous et ainsi d'expérimenter la douleur. Pour ressentir la rage ambiante du film, il a regardé en boucle La Fureur de vivre avec James Dean. Les combats représentent quant à eux la résistance du besoin de sécurité propre à cette génération. Le gros regret de Fincher quant à l'accueil est celui proposé par les masculinistes.
On parlait donc des critiques qui trouvaient que le film était hétérocentré. C'est le plus gros regret de David Fincher. Il découvrira d'ailleurs, à la sortie du film, qu'en fait, le masculinisme est un mouvement sociétal qui prenait de l'ampleur à ce moment-là. Un jeu vidéo sortira sur PS2 et Xbox. En Chine, comme vous le savez, la fin diffère. Donc, il y a un arrêt sur image lors de la destruction de l'immeuble sur lequel se déroule le texte. Grâce aux preuves fournies par Tyler, la police a rapidement découvert le projet, arrêté tous les criminels et empêché les bombes d'exploser. Donc voilà, il ne fallait surtout pas de films qui critiquent la société. C'était très mal vu. Donc voilà. Et alors, nous allons clôturer. Je ne vais pas en parler parce que j'en ai parlé 10 fois en live. Mais pour moi, le numéro 10. Et oui. Mais ça, c'est très personnel. L'incroyable histoire de Benjamin Button. Les critiques lui ont mis un 8 sur 10. Donc voilà, moi, j'avais déjà mon 8. Et pour moi, voilà, je le remets. Benjamin Button, pour moi, je ne vais pas en parler plus que ce que j'ai déjà fait. J'ai même fait une vidéo chez mon pote. La Caverne du Ciné et Cinéculte. Pour moi, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est le Forrest Gump de David Fincher. C'est le Frank Capra des années 2000. Donc voilà, c'est un film, moi, qui me questionne énormément. Encore aujourd'hui, chaque année, je le regarde. C'est religieux pour moi de regarder ce film. Ça a atteint ce niveau-là. Et voilà, je vais clôturer sur ça parce que ça fait déjà 31 minutes et j'ai pas envie de vous embêter plus. Mais voilà, pour moi, Brad Pitt, même s'il me déçoit fortement par beaucoup de ses films depuis maintenant assez longtemps, j'ai adoré Bullet Train, même si je ne l'ai pas classé, mais j'avais adoré pour son côté décalé, qui rejoignait un petit peu le personnage de Once Upon a Time in Hollywood, de Cliff. Mais voilà, donc Brad Pitt, je suis un peu déçu en ce moment de la tournure que prend sa carrière, mais je suis heureux parce qu'il a l'air d'aller bien. Donc voilà, je clôturerai là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne semaine et voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez-moi, je dis comme ça, emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.